Je vais donc me présenter. Je m'appelle donc Yannick Lemarié, je suis analyste du travail. Cette demande d'expertise, elle s'inscrit donc dans une démarche légale. J'insiste beaucoup. Cette démarche légale, elle fait intégralement partie du dialogue social. Les salariés votent pour élire des représentants du personnel et ils ont un certain nombre d'outils pour porter les sujets, j'allais dire, idéalement très tranquillement, et puis parfois ça se passe moins tranquillement. Le législateur l'a prévu, c'est-à-dire que faire des recours à l'expertise, saisir des tribunaux, ce n'est pas une brutalité du dialogue social. Ça fait partie du dialogue social, c'est repris dans le Code du travail sans aucun problème. Donc c'est quand même important de l'entendre. Cette nouvelle note grève, c'est un acte managérial fort, donc présenté comme n'apportant rien de nouveau. Là, je remets ce que votre direction de site m'a dit. Ça n'a pas pour but d'inventer des principes nouveaux. Elle est la déclinaison des textes Structura, dont la note BENA. Alors, la note BENA de 88, elle est tellement grosse qu'elle tient dans la slide. Hein. Elle est là entière. Hein. Donc, vous avez vu 4 paragraphes. Voilà. Tout agent de conduite présent à son poste, se déclarant gréviste et participant d'un mouvement qui conduit au cours de ce poste de travail à s'écarter du programme de production établi et transmis par le dispatching, effectue de manière défectueuse son contrat de travail. En conséquence qu'il assure des tâches de maintien de la sûreté et de la sécurité des installations, il recevra pendant ce poste 20% de son salaire. Donc c'est très clair. S'il n'y a pas de baisse de charge, il n'y a pas de baisse de salaire. Et cette note ne s'adresse qu'aux gens de la conduite de la centrale. Uniquement. Je pense que vous allez peut-être, pour les plus anciens, convoquer vos mémoires et peut-être réaliser que vous avez fait certaines grèves avec pas de baisse de charge et pour autant que 20% de salaire, quand vous étiez maintenu. Ça pose une question. La nouvelle note grève, elle va servir finalement à graver dans le marbre ces irrégularités qui existent depuis longtemps. Parce qu'en fait, la nouvelle note grève, on va y venir, elle va proposer que c'est 20% qui est baisse de charge ou pas baisse de charge. Donc c'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit là, en fait. Hein. Cette note BENA, elle fait 4 paragraphes, elle a 11 lignes. La nouvelle note grève, elle fait 17 pages, elle a 9 chapitres, 23 articles. Donc, il y a bien une raison. Premier point, la nouvelle note grève, elle est lacunaire. Alors, pourquoi elle est lacunaire ? Sur le caractère lacunaire de la note, il faudrait que vous alliez lire le rapport de Pierre-Emmanuel Berthier et de Florence Debord, parce que dans la question de la réquisition des salariés au travail, l'employeur, s'il a le droit de le faire, il est sous le contrôle du juge qui vérifie que c'est justifié et proportionné. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord commencer par nous présenter. Je m'appelle, pour ma part, Pierre-Emmanuel Berthier. Je suis professeur des universités, en poste à l'université Lumière Lyon 2 et spécialiste en droit du travail. Et à mes côtés, Florence Debord, également professeure des universités, également en poste à l'université Lyon 2, spécialiste en droit du travail également, et plus précisément encore en droit du travail applicable aux travailleurs du secteur public. Dire que la grève est un droit constitutionnel signifie aussi que ce droit ne peut pas être réglementé, ne peut pas être limité pour n'importe quelle raison et selon n'importe quelle intensité. Puisque dire qu'un droit est de valeur constitutionnelle n'aurait évidemment aucun sens si on pouvait le limiter pour n'importe quel motif et selon n'importe quelle intensité. C'est la raison pour laquelle toute limite au droit de grève, toute modalité ou contrainte qui pourrait peser sur son exercice doit pouvoir être justifiée et proportionnée. Une exigence de justification d'abord, c'est-à-dire que toute restriction à la grève doit être nécessaire pour assurer le fonctionnement du service public. Et à côté de cette exigence de justification, donc de nécessité, il existe également une exigence de proportionnalité. C'est-à-dire que non seulement une limite posée à la grève doit être nécessaire, mais encore faut-il, avec l'exigence de proportionnalité, qu'il n'existe pas d'autre alternative moins restrictive pour la liberté de faire grève. Par exemple, de pouvoir établir en matière de requirement que l'on n'a pas d'autre solution que de maintenir tel ou tel nombre de salariés grévistes en poste. Donc, deux exigences générales, la justification, c'est-à-dire la nécessité des restrictions, et la proportionnalité, c'est-à-dire l'absence d'alternatives moins restrictives de liberté. Donc vous, en ce qui concerne le service minimum qui vous est demandé lorsqu'il y a grève, service minimum qui est la seule raison pour laquelle on a le droit de maintenir du personnel en poste. La seule raison. Donc le service minimum qui vous est demandé, c'est la sûreté, la sécurité des installations, des biens et des personnes. C'est pas de produire du mégawatt, c'est pas de faire des maintenances qui étaient prévues depuis longtemps, mais on n'a pas annulé le prestataire qui est arrivé, c'est pas de faire des EP d'appareillage qui sont pas forcément de la sûreté, de la sécurité.
Non, c'est pas ça. Un point essentiel que Pierre-Emmanuel Berthier et Florence Debord mettent en avant dans leur rapport, c'est qu'en fait, en France, dans le droit du travail, le salaire n'est pas la contribution, n'est pas la rétribution d'un travail fourni. Il convient de rappeler quelque chose d'essentiel. Le salaire n'est pas la contrepartie des tâches que le salarié accomplit pour le compte de son employeur. Le salaire est d'abord et avant tout la contrepartie de la subordination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un salarié se tient à la disposition immédiate et permanente de son employeur, il est subordonné et le salaire est donc dû. Donc la question de dire déjà, je vais vous payer que 20% parce qu'aujourd'hui vous ne travaillez que 20%, normalement ça ne devrait même pas tenir la route. Même si ça c'était OK, entre 88 et 2026, ça ne tient plus du tout la route. La confirmation sans explication des conséquences salariales de la note BENA pour les agents de la protection de site. Ah oui. Maintenant, il n'y a pas d'explication, mais on trouve le truc dans un tableau. Les agents de la protection de site, 20% aussi, pour eux. Pourtant, la note BENA, elle parlait co-conducteurs de centrale, et elle conditionnait ça à la baisse de charge. Rien à voir. Les agents de la protection de site n'ont rien à voir avec ces questions-là. On a une note grève qui est pétrie de contradictions. Page 5, la note explique que le salaire doit être à hauteur du travail accompli, mais donc continue d'imposer ce forfait de 20% qui date de 88, qui n'a donc plus rien à voir avec l'activité de travail que les gens font vraiment lorsqu'ils sont en grève, maintenus en poste. Donc les 20% de 88 ne tiennent plus la route du tout. Donc je voulais voir, on m'a dit non, mais je sais que les rondes sont tracées. Maintenant les gars, ils ont une tablette, donc il suffit de suivre, en fait, sur le papier. Alors je ne me rappelle plus du nom de l'application, mais les rondiers remplissent leur ronde, l'alimentent au fur et à mesure qu'ils avancent sur le terrain, et donc ça nous donne finalement un parcours complet et un temps de travail. Donc j'ai demandé ces informations-là à votre direction, ils ne les ont pas données. Page 8 et 9, la note confirme que l'entreprise a besoin de certains agents en toutes circonstances, donc 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ça, c'est votre direction des ressources humaines qui me l'a confirmé en entretien. Et pour certains d'entre eux, ils ne seront payés que 20% du taux horaire. Encore une fois, la question de la subordination. Je suis subordonné, je suis contraint à des règles que m'impose mon employeur dans le temps du travail, je devrais être payé 100%, pas 20%. Alors qu'eux-mêmes disent qu'ils sont là, quand ils sont là pour nous, quoi, hein, puis à fond. Page 8, la note confirme que le droit de grève est individuel. Ça, on va y revenir. Donc, toujours dans ces modalités qui concernent l'exercice du droit de grève par chaque salarié, nous nous sommes penchés également sur la question du commencement de la grève. Alors, c'est aussi une nouveauté de la note de 2025 de réglementer le moment où la grève commence. En l'occurrence, les dispositions de la note imposent aux salariés de démarrer la grève au même moment et on prend pour point de référence celui qui commence le plus tôt. Alors là aussi, il faut resituer cette obligation dans un contexte juridique où, en principe, selon la Cour de cassation comme le Conseil d'État, chaque salarié est libre de commencer et d'arrêter la grève à tout moment dans le cadre défini au sein du préavis qui a été auparavant déposé. Donc, on retrouvera de très nombreux arrêts qui vont dans ce sens, avec en dernier lieu un arrêt rendu en 2025 par le Conseil d'État au sujet d'une note relative à la grève au sein de Radio France. Alors, je précise au besoin que l'idée ici n'est naturellement pas de comparer Radio France et les centrales nucléaires, mais de se référer à la jurisprudence, au raisonnement du Conseil d'État au sujet des limites à la grève dans les services publics. Et on voit précisément dans cet arrêt que le Conseil d'État considère que des restrictions au droit de grève sont valides, oui, mais après avoir bien vérifié que la note en question n'imposait pas aux salariés de commencer la grève à un moment en particulier et n'interdisait pas non plus de rejoindre un mouvement qui avait déjà commencé. Page 10, la note dit elle-même, il y a des évolutions constantes du travail, donc depuis 1988. Et pour autant, pour payer les gens, on va aller se référer à un truc qui n'est complètement obsolète. De fait, une note grève qui complique la pratique individuelle du droit de grève de certains agents. Donc, la sortie de site, la fameuse sortie de site en cas de simple débrayage, ça pose la question du temps de trajet à l'intérieur de la centrale. Toujours sur les déplacements, se pose aussi une question d'ordre plus général. La question est la suivante. On voit dans la note que les grévistes qui ne sont pas maintenus à leur poste percevront une rémunération équivalente à 1 heure de travail, qui est donc censée correspondre en fait au temps passé pour le briefing et pour la constitution de l'équipe minimum. Mais qu'en est-il du temps passé par les salariés pour se rendre de l'entrée de la centrale jusqu'à leur lieu de travail, pour les briefings, pour l'équipe minimum, et du temps passé à faire le chemin inverse, c'est-à-dire du lieu de travail pour sortir du site. Alors c'est un point sur lequel la note reste assez silencieuse. Les salariés ne devraient-ils pas être rémunérés du temps passé à faire ces allers-retours? Précisément, ce déplacement interne à la centrale ne devrait-il pas être qualifié de temps de travail effectif, donc être rémunéré comme tel?
Et c'est dans cette logique que les arrêts de la Cour de cassation retiennent assez logiquement que, au sujet des déplacements internes à l'entreprise, de l'entrée du site jusqu'au poste de travail et inversement, quand, pendant ces déplacements-là, le salarié est soumis à des suggestions, à des contrôles qui peuvent donner lieu à une sanction, ils sont subordonnés et ces temps de déplacement sont donc constitutifs de temps de travail effectifs et doivent donc être rémunérés comme tels. L'obligation de rentrer chez soi par ses propres moyens. Alors ça c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que l'organisation du travail incombe à l'employeur seul, notamment sur les moyens techniques et financiers qu'il doit mettre dans son organisation du travail. Combien ça lui coûte? C'est pas au salarié de payer l'organisation du travail. Ben là, c'est un peu ce qui se passe. Et ce qui est dramatique, ce qui est surprenant, c'est que ça va se prendre dans la poche de grévistes. En plus, c'est ça compliqué. C'est-à-dire que je convoque mes gars, je leur dis vous êtes obligés de venir, mais je vous retiens pas, donc vous pouvez rentrer. C'est-à-dire que moi, dans mon organisation, encore une fois, on n'a pas d'explication, c'est pas justifié. On demande aux gens de venir, donc on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est une convocation. Si vous ne faisiez pas ça, vous pourriez être sanctionné. Et lorsqu'on vous dit, eh bien, on n'a pas besoin de toi, on ne vous paye pas le retour. C'est-à-dire que vous prenez la moitié, vous prenez à votre compte, dans vos deniers, financièrement, la moitié de l'organisation de cette phase du travail. Donc ça pose vraiment des problèmes. La question de l'exclusion de certains agents grévistes du droit de vote. Alors ça, c'est pareil. C'est formidable. Les plus anciens m'ont raconté, et c'est repris dans certaines notes de direction, que avant, le mot d'ordre, l'action de grève, par exemple une baisse de charge, faisait partie intégrante du préavis en fait. Et qu'au moment du brief, si la majorité des gars étaient grévistes, le mot d'ordre s'imposait de fait à la hiérarchie. Il n'y avait pas de vote en plus pour le mot d'ordre. Aujourd'hui, dans la nouvelle note grève, qu'est-ce qui nous est dit? Vous venez, on fait le brief, gréviste ou non. Ceux qui sont grévistes non retenus sont renvoyés et après seulement, avec l'équipe mini, on vote pour le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on va empêcher des gens de participer au mouvement de grève pour lequel ils se sont pourtant positionnés. Donc ça pose vraiment un problème, ça aussi. Et donc, à la page 10, alors là, vous pourrez faire tout ce qu'on vous demande, vous devrez faire tout ce qu'on vous demande en cas de grève. La porte s'est ouverte. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une tentative, et on va voir avec le T0, il y a une tentative d'essayer de faire passer un maximum d'activités sur, normalement, un moment où vous devriez faire que du service minimum. Puisque c'est ça la condition pour laquelle un employeur peut maintenir des gens en poste, les requérir, c'est le fait que je mets en place un service minimum. Si je veux faire l'activité normale, il n'y a plus question de requérir les gens. Donc, loin des déclinaisons des textes structurants dans la note BENA, voici ce qui est nouveau dans la note grève. Donc on a l'officialisation de l'effet salarial de la note BENA aux agents de services de protection de site. La seule réponse qui m'a été donnée, elle est écrite là sur le tableau. C'est pas élargissement. C'est pas une réponse, hein. C'est pas une explication. Hein. Quand je pose la question, mais pourquoi par élargissement? Dont acte. Officialisation que 80% d'abattement de salaire est appliqué à certains agents grévistes requis qu'il y ait non-respect ou respect du programme. C'est ce que je vous disais encore une fois, je me répète, mais la note BENA est très claire. S'il n'y a pas de baisse de charge, il n'y a pas de baisse de salaire. Là, maintenant, baisse de charge, pas baisse de charge, pan, 80% de moins. On a une officialisation de la différence de traitement entre agents grévistes. Ah oui, parce que ça, c'était aussi une découverte. Quand on discute avec les agents du SPS, ils subissent ça. Quand on discute avec l'agent de la conduite de la centrale, ils subissent ça. Et puis quand on discute avec les agents de la maintenance, maintenus en poste parce qu'ils sont d'astreinte, eux, quand ils viennent travailler, pour les mêmes raisons, parce que dans ce cas-là, l'astreinte, elle est aussi mobilisée dans le cadre d'un service minimum, donc assurer la sûreté-sécurité des installations des biens et des personnes, eh bien eux, ils sont payés 100%. Sous cet angle, nous nous sommes interrogés sur les dispositions de la note qui concernent la rémunération des salariés grévistes qui sont d'astreinte. Les salariés du service de la maintenance qui peuvent être mobilisés uniquement pour les activités sûreté nucléaire, sûreté du réseau et sécurité. Et précisément, le paragraphe 7.2 de la note indique clairement que les salariés grévistes d'astreinte ne supportent pas la retenue de 80% sur leur rémunération dès lors qu'ils interviennent dans la centrale. La note précise en effet que les grévistes d'astreinte, lors de leur intervention, sont rémunérés à 100% lorsqu'ils travaillent en heures ouvrables et en heures supplémentaires lorsqu'ils interviennent hors heures ouvrables. On a donc là une différence de rémunération importante entre ces salariés d'astreinte rémunérés à 100%
le temps de leur intervention, et les autres salariés maintenus à leur poste qui sont rémunérés, eux, selon le forfait de 20%. Alors, on peut imaginer qu'il existe des raisons au fait que ces salariés puissent être mieux rémunérés que les autres dans le cadre de leur intervention, mais j'avoue que nous avons eu du mal à percevoir les raisons pertinentes pouvant justifier que les salariés sur site, qui restent à la disposition de l'employeur, puissent être rémunérés selon un taux horaire 5 fois plus bas que les salariés d'astreinte durant leur intervention. Donc voilà, c'est assez incompréhensible. On a aussi une différence de rémunération entre agents grévistes et non grévistes. Alors là, l'exemple le plus parlant, je vais essayer de faire court parce que je pourrais vous en donner plusieurs, mais à la service de protection de site, lorsqu'ils sont dans le bunker, il y a un mouvement de grève. Il y en a, ils sont deux. Équipe minimum, il faut être deux là. Donc à cet endroit-là, à ce moment-là, il y en a un des deux qui est gréviste, donc maintenu en poste. Lui, il ne va pas regarder que 20% des télés. Il ne va pas faire que 20% des tâches. Il va être payé 5 fois moins que son collègue qui n'est pas gréviste. Ça questionne. Moi, à leur place, peut-être je ne me mets plus jamais en grève. L'absence de consultation du CSE. Vincent Rossignol en a parlé. En ce qui concerne la procédure d'adoption maintenant, que la note contienne des dispositions qui relèvent du règlement intérieur, ou qu'il s'agisse d'une mesure relative à l'organisation et à la gestion, à la marge générale de l'entreprise, notamment en matière de santé et de sécurité, cette note aurait dû être soumise au CSE. Pour les juges, que ce soit le juge judiciaire, Cour de cassation, le juge administratif, Conseil d'État, eh bien ces juges, ils considèrent que l'employeur qui ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l'inspecteur du travail ne peut pas reprocher aux salariés un manquement aux obligations édictées par le règlement intérieur et donc par cette note de service. Autrement dit, le règlement intérieur, la note en question, est inopposable aux salariés. Alors, au regard de ce que je viens de dire, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité, les dispositions relatives à la discipline relèvent du règlement intérieur et donc la note aurait dû être soumise à la procédure d'information-consultation du CSE. Ce n'est pas tout parce que la consultation du CSE aurait dû aussi intervenir au titre des articles L2312-8 et suivants du Code du travail. Au terme de ces articles, et notamment au terme du premier L2312-8, le CSE est informé et consulté sur toute décision, toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise, notamment en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc on a aussi l'empêchement pour chacun de pratiquer son droit de grève à l'intérieur du préavis, le fameux T0. Je voulais y revenir. En fait, l'entretien avait duré un peu longtemps et on a fini par me dire mais c'est pas facile pour le manager aussi de pouvoir prévoir les activités si on est sur une grève tournante comme ça. Donc c'est pour empêcher la grève tournante et c'est pour permettre au manager d'organiser le travail. Donc, encore une fois, je me répète, je suis désolé, je me répète beaucoup, mais c'est important, c'est vraiment enfoncer le clou. Mais organiser quelles activités? Si on est dans le cadre d'un service minimum, puisque c'est les seules conditions dans lesquelles on peut requérir les gens, on parle de quoi? Donc en fait, on voit bien qu'il y a une volonté de faire passer des activités autres. Et on le retrouve dans la page 10 du document qui dit qu'effectivement, on pourra faire autre chose que de la sûreté. Ça, c'est le premier point. Et puis la question de la grève tournante. En fait, la grève tournante, ça n'existe pas au niveau des individus. Une grève tournante, c'est interdit à partir du moment où ce sont des services qui s'organisent pour... Voilà. Imaginons, à la SNCF par exemple, les conducteurs de train, ils disent on fait grève de 10h à midi. À midi, ils arrêtent la grève, puis c'est les aiguilleurs qui s'y mettent de midi à 14h. C'est ça une grève tournante. Mais au niveau individuel, un salarié peut se mettre en grève quand il veut, arrêter la grève quand il veut, reprendre la grève quand il veut, à l'intérieur des taquets du préavis. Et on a cette fameuse possible discrimination pour fait de grève entre des agents grévistes et non grévistes. Encore une fois, mon exemple à la service de protection de site, tous les deux, ils sont là à vérifier les écrans, à vérifier, il y a une trentaine de télés, il y a 200 caméras, il n'y en a pas un qui en regarde que 14 et puis l'autre qui regarde les autres, c'est pas vrai. Pour autant, il y en a un des deux qui va être payé que 20%, donc 5 fois moins que l'autre. La seule raison apparente, je dis apparente, il y en a peut-être d'autres, mais on ne nous l'a pas expliqué. La seule raison apparente, c'est qu'il y en a un qui fait grève et pas l'autre. Donc ça, c'est interdit.
C'est interdit dans le droit français. Alors sur l'égalité entre les salariés grévistes et non grévistes, ensuite et enfin, ce qui pose donc la question de la discrimination pour fait de grève. Alors il est interdit en droit de désavantager des salariés en fonction du fait qu'ils soient grévistes. Ce qui peut être le cas quand une différence de rémunération entre grévistes et non grévistes ne correspond pas, encore une fois, à une différence de travail fournie. La Cour de cassation l'exprime avec netteté quand elle considère qu'une telle discrimination est constituée quand des primes plus importantes sont versées aux salariés non grévistes, alors que la quantité de travail demandée aux salariés non grévistes n'avait pas été plus importante que d'habitude. Et donc, dès lors qu'une différence de rémunération faite en défaveur des salariés grévistes ne correspond pas à une différence d'activité entre eux et les salariés non grévistes, cette différence ne s'explique pas autrement qu'à travers la participation de ces salariés à un mouvement de grève. Elle constitue ainsi une discrimination pour fait de grève. Alors ici, dans ce cas précis du CNPE de Bugey, les salariés grévistes maintenus en poste seront payés à hauteur de 20%. Et les non-grévistes seront naturellement payés à hauteur de 100% de leur rémunération. Alors pour être conforme à l'exigence de non-discrimination, cette différence salariale de 80% entre les salariés grévistes et non-grévistes devrait alors correspondre à une différence d'intensité et de quantité très importante entre le travail fourni par les salariés grévistes maintenus à leur poste et celui fourni par les salariés non grévistes. Or, ici, à la lecture même de la note, on a du mal à percevoir une telle différence d'intensité, une différence de charge de travail telle qu'elle pourrait justifier que certains salariés soient rémunérés 5 fois moins que les autres. Dans les faits, c'est une nouvelle note de grève qui est probablement illicite, du fait du niveau de ses auteurs dans l'entreprise. Alors un petit rappel, déjà Pierre-Emmanuel Berthier vous l'a dit, je le redis, le droit de grève c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel prévu par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, repris dans celui de la Constitution de 1958. Que dit cet alinéa 7 ? Que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Et le Conseil constitutionnel considère donc qu'il revient au législateur de réglementer le droit de grève. Mais le législateur n'est pas intervenu ou si peu, et c'est donc le Conseil d'État qui, dans une décision ancienne, désormais, puisqu'elle date de 1950, qui a précisé que, en l'absence de réglementation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Mais qu'il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des dites limitations. En 1950, donc, le Conseil d'État considère que seul le gouvernement a la possibilité de réglementer le droit de grève sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Puis, après le gouvernement et les ministres, donc, ce sont les directeurs d'établissements publics qui se sont vus conférer ce pouvoir. Ce sont des décisions de 1997 relatives à EDF, du temps où EDF était un EPIC. Ce pouvoir a été reconnu donc sous le contrôle du juge administratif au directeur de la production et du transport d'électricité de France. C'est une autre décision du même jour, et au directeur EDF GDF Service. En 2013, le Conseil d'État étend pour la première fois aux directions d'entreprises privées chargées de la gestion d'un service public la possibilité de limiter le droit de grève, en l'occurrence au directeur général délégué et au directeur optimisation, aval et trading de la Société Électricité de France. On est en 2013. En dernier lieu, c'est au directeur de l'exploitation de la société Réseau de transport d'EDF, d'électricité plus exactement, que ce pouvoir a été reconnu. Ça, c'est en 2025, une décision du 14 février 2025. Et on peut même signaler, même si ce n'est pas à propos d'EDF, qu'il y a une décision encore plus récente qui date du 1er décembre 2025, au terme de laquelle le Conseil d'État a conféré ce pouvoir à la seule présidente, directrice générale de la société Radio France, qui est, du point de vue juridique, à peu près dans les mêmes circonstances que EDF. Alors, si l'on applique cette jurisprudence à la note au sein du CNPE du Bugey, on se rend compte que le Conseil d'État a réduit significativement le cercle des personnes habilitées à régir l'exercice du droit de grève. C'est ainsi, par exemple, que le Conseil d'État a refusé d'accorder la qualité de directeur habilité à limiter le droit de grève à un directeur d'EDF GDF, un directeur de centre. Un tel directeur n'est donc pas un organe dirigeant
au sens de la jurisprudence. Il apparaît donc, en conséquence, que l'auteur de la note est incompétent ou incompétente pour apporter des restrictions au droit de grève qui est encore une fois un droit constitutionnel.